toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à l'analyse financière au défi des crises, comment gérer son risque efficacement. Merci à tous d'être là. Je vais peut-être vous demander dans le chat si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Alain Luminet, présent avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc oui, vous avez en bas à droite de votre écran un outil sondage, question, chat. J'y reviendrai un peu plus tard en introduction. Mais globalement, je vois Mélanie, Anthony, Valérie, Claire qui nous disent que c'est parfait. Et bien, c'est nickel. On va peut-être attendre une petite minute que les retardataires nous rejoignent. Et globalement, de quoi on va parler, Alain, aujourd'hui? On va parler des nouveaux risques auxquels font face les entreprises et comment l'analyse financière peut essayer de les résoudre. Donc, dans un premier temps, on va aborder justement une introduction à l'orthodoxie financière. On va revenir un peu sur le contexte actuel que vivent les entreprises et les éléments de l'analyse financière qui vont pouvoir permettre d'apporter des réponses à ces questions. On se gardera un petit espace à la fin de l'intervention de 10-15 minutes où vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas pendant tout au long de l'intervention à poser vos questions dans l'onglet questions qui est dédié à ça. On y répondra à la fin. Et tout au long de l'intervention, on va aussi essayer de créer de l'interaction avec vous, de vous poser des questions. Donc, vous aurez un module sondage qui va apparaître 2-3 fois pendant la présentation d'Alain. Donc, n'hésitez pas à y répondre. On essaiera de rebondir sur les résultats. Donc voilà, il est 32, je pense qu'on peut commencer. Donc bonjour Alain. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton activité, puis on va pouvoir après introduire sur le sujet. Oui, donc écoutez, bonjour à tous. Je suis Alain Luminel, je suis responsable du pôle expertise financière chez l'ISER. Donc, je travaille avec les différentes directions transverses de l'entreprise, notamment avec le pôle data science pour tout ce qui est création d'indicateurs et création de nouveaux scores. Je travaille bien sûr avec notre équipe d'analystes crédit. J'accompagne nos commerciaux sur des sujets un peu complexes. Et puis, j'ai également une casquette de formateur pour nos clients sur toute la connaissance de l'analyse crédit. Très bien. Et ben, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous partager la présentation. Donc, je vous laisse me dire dans le chat si tout le monde la voit bien. Normalement, on a fait des tests, ça devrait bien se passer. Donc, parfait. Et bien, écoutez, les premiers retours sont positifs. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, Alain, avant toute chose, on va revenir un petit peu sur l'analyse financière et à quoi elle sert pour les entreprises. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de tout ça? Alors, quand on fait de l'analyse financière, on n'a pas la prétention en fait, de tout connaître de l'entreprise. En revanche, l'analyse financière permet de connaître en fait les éléments clés d'une entreprise. C'est ce que j'appelle souvent chez nous le first past. C'est-à-dire que moi, quand je fais une analyse financière d'une entreprise, je me fie un peu le défi de connaître à peu près entre 5-10 minutes qu'est-ce qui se passe au sein de cette entreprise-là. Donc aujourd'hui, l'analyse financière s'adresse à plusieurs types finalement de personnes, à des actionnaires, à des investisseurs, donc à des personnes qui prêtent de l'argent, et puis également à des entreprises, à des analystes crédit qui doivent aujourd'hui prendre des positions sur une entreprise. Alors c'est assez important parce qu'on n'a pas les mêmes indicateurs selon comment on se positionne. C'est-à-dire que si je suis peut-être un investisseur, je vais plutôt regarder certains types d'indicateurs, des indicateurs de rentabilité. Notamment, je vais regarder un indicateur clé qui va être la rentabilité économique. Donc, je vais me positionner sur la société et puis, en fait, je vais me poser la question quelle est la capacité finalement de cette entreprise avec les capitaux que j'ai investis à générer du résultat. Je vais avoir également une même démarche si je suis un actionnaire, mais là, ça va finalement toucher ce qu'on appelle la rentabilité financière. Quel va être le taux de rendement finalement de mes capitaux engagés. Et puis, si je fais de l'analyse crédit, je serai plus sur des critères de profitabilité. Alors là, ça ouvre un peu un champ parce qu'on mélange un peu tout entre souvent rentabilité et profitabilité. Donc, souvent, on confond rentabilité et marge. Quand je m'adresse par exemple à mes analystes crédit, ou bien quand on a des éléments des éléments de communication, on communique sur une entreprise et que je leur demande qu'est-ce que tu penses de cette entreprise-là, est-ce qu'elle marche bien? Ils me disent ça marche bien parce qu'elle est rentable. Et je leur demande mais de quelle rentabilité finalement tu me parles? Et ils me disent je parle de la rentabilité en fait nette parce que je regarde le résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, on est plus dans la profitabilité, dans l'étude des marges
que l'étude de la rentabilité. C'est-à-dire que dans l'étude de la rentabilité, il n'existe que deux rentabilités, la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc ça, ce sont des éléments de langage qu'il faut maîtriser, qu'on oublie souvent et qui font un peu de désordre dans des opérations de communication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on verra qu'en termes de marge, on va plutôt s'intéresser à des marges brutes qu'à des marges nettes. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une marge brute. Et puis dans l'analyse financière, il y a vraiment deux concepts en tout cas à appréhender et à savoir, c'est qu'il faut intégrer des éléments du passé pour analyser le présent et diagnostiquer en fait ce qui se passe dans l'avenir. C'est important quand on traite une entreprise de raisonner au moins sur 3 exercices, sur 3 années de bilan pour essayer de comprendre les évolutions, parce que les variations sont très importantes d'un exercice sur l'autre, et c'est ces variations en fait qui vont nous donner un fil conducteur, une compréhension d'entreprise. La deuxième chose en fait également qu'il faut avoir qu'il ne faut pas confondre. Alors ça, je regarde. Il faut investir aujourd'hui parce que c'est cet investissement qui va vous garantir une marge. Il faut que cette marge soit rentable. C'est-à-dire qu'une société aujourd'hui qui n'investit pas, elle aura du mal à être différenciante sur son marché. Alors il y a des sociétés qui aujourd'hui doivent investir impérativement, et on verra lesquelles. Et quel est l'indicateur qui nous permet de savoir qu'une entreprise, en tout cas, doit en tout cas investir pour pérenniser son modèle économique. Et puis, bon, il y a des sociétés qui doivent beaucoup moins investir en fonction de ce qu'on appellera, et on reviendra sur ce terme, ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise. Justement, c'est quoi les éléments clés aujourd'hui à prendre en compte dans un contexte, on va dire, normal? On reviendra sur le contexte de crise un peu plus tard. Et globalement, c'est quoi les éléments clés aujourd'hui à prendre en compte pour une entreprise dans son analyse financière de ses clients et de ses fournisseurs? Alors moi, je regarde en premier l'activité. Donc, je posais des éléments de contexte en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, je constatais effectivement si le chiffre d'affaires il évolue. Donc, il peut y avoir des évolutions qui sont dues à du volume, à une évolution par rapport à du prix, évolution par rapport à un mix entre le volume et le prix. C'est toujours intéressant de se dire si le chiffre d'affaires progresse, c'est pas forcément signe d'une très bonne santé financière. Donc, c'est toujours bien quand le chiffre d'affaires progresse. En revanche, s'il progresse en termes de volume, vous pouvez peut-être avoir un souci sur ce qu'on appelle le besoin en fondement de l'entreprise. Ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir si cette progression du chiffre d'affaires s'accompagne sur la marge. La marge que je vais regarder en premier, c'est ce qu'on appelle la marge brute d'exploitation, c'est l'EBE par rapport au chiffre d'affaires. Ça, c'est important. Je vais regarder déjà si elle est positive. Pourquoi c'est une marge importante? Parce que quand une entreprise, en tout cas, a vocation de gagner de l'argent. Et elle a vocation, de par son activité, à générer du cash. Et donc, le premier indicateur de cash d'une entreprise en termes de résultats, c'est l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi? Parce que je vais en fait prendre en compte tous les produits qui sont encaissables au niveau de mon exploitation, donc notamment le chiffre d'affaires, et je vais prendre en compte toutes les dépenses qui sont décaissables au niveau de mon exploitation. Donc, je ne vais pas faire cas de tout ce qui est produit et charges calculées. Donc, en fait, c'est un indicateur intéressant en termes de performance. Et on verra ensuite comment on va le positionner. Pourquoi? Parce que quand c'est positif, finalement, on peut se dire c'est plutôt bien. En revanche, il y a des hauteurs dans cette positivité. C'est-à-dire qu'un supermarché, on ne va pas demander le même niveau de l'EBE pour un supermarché que pour un industriel. On verra ensuite quel est l'indicateur en fait de référence qui me permet de positionner en fait l'excédent brut d'exploitation pour dire l'indicateur finalement c'est un très bon niveau de marge. Donc ça, c'est vraiment sur la profitabilité. L'intérêt, c'est que moi, je m'intéresse souvent un peu je confectionne souvent un tableau de chiffres clés où je vais me poser pendant 1 ou 2 minutes. Je vais prendre un peu de la hauteur. Je vais regarder en fait les 3 exercices. Je vais regarder l'évolution de mon chiffre d'affaires. Je vais regarder l'évolution de mon excédent brut d'exploitation. En dessous, je vais retrouver mon résultat d'exploitation. Je vais regarder si j'ai des écarts entre les deux. Si j'ai des écarts entre les deux, je vais dire, effectivement, je suis sur une société qui logiquement doit investir, c'est normal, s'il y a des écarts, c'est le jeu des dotations aux amortissements. Si ce n'est pas le cas, attention, il peut y avoir des dotations. Donc, des dotations, en fait, qui peuvent être des dotations aux provisions, que ce soit sur les provisions clients, sur les provisions des stocks, mais également sur les provisions du risque. Il faut toujours avoir à l'idée qu'un analyste, c'est un peu un détective.
Donc, en fait, le but, c'est de se poser un certain nombre de questions. Donc, je vais vérifier que, finalement, dans ce secteur d'activité-là, est-ce que je vais comprendre l'écart s'il y a vraiment un écart qui est important. Ensuite, je vais encore me prendre un peu de temps. Je vais regarder les écarts entre mon résultat d'exploitation et mon résultat courant. Pourquoi? Parce que s'il y a un écart important, ça va être ma charge financière. Donc ensuite, je vais rebondir bien sûr sur l'endettement. Mais là, je veux dire, effectivement, il peut y avoir un problème parce que la société est endettée et il peut y avoir effectivement une charge financière importante. Et ensuite, je vais regarder les écarts entre mon EBE et la CAF. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des opérations à titre exceptionnel, des opérations un peu particulières. Bon, la CAF, c'est toujours important aussi de la prendre en considération parce que ça permet de mesurer la capacité de remboursement. Mais moi, je préconise plus le BE. Donc ça, c'est sur les aspects plutôt de profitabilité. Ensuite, je vais regarder un peu la structure financière. Je me pose par rapport aux capitaux propres de la société, par rapport à son capital social. Je regarde bien sûr si les capitaux propres sont plus importants. Je regarde s'il y a des variations d'une année sur l'autre, parce que c'est bien de s'inscrire également dans une politique prudentielle du dirigeant. L'entreprise a gagné beaucoup d'argent puisqu'elle a fait cet argent. Est-ce qu'elle a mis en réserve finalement une certaine fraction de son bénéfice? Parce qu'on sait qu'une entreprise, à un moment donné, va connaître des pertes. Et à un moment donné, c'est assez facile de se retourner vers le système bancaire en disant « j'ai des difficultés, il faut que vous m'aidiez », mais il faut également être précautionneux et en tout cas prévoir les événements qui vont arriver. Donc, c'est surtout important de voir si ces capitaux propres bougent favorablement, si les dirigeants, en tout cas, ont placé de l'argent. Je mesurais le taux d'endettement net de cette entreprise par rapport aux capitaux propres. Je mesurais un peu combien ça représente. On rentrera dans plusieurs détails après. Et puis, globalement, ensuite, je vais bien sûr avoir une vision sur la trésorerie nette. Est-ce qu'elle est plutôt positive, négative? Pourquoi l'entreprise a peut-être eu recours à des concours bancaires? C'est important, ces chiffres clés. C'est vraiment important de se poser. Et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Parce que je travaille beaucoup avec différentes personnes, que ce soit en formation, avec des analystes. Et on ne prend pas ce temps-là. Prenez-le. Surtout si vous avez 3 exercices, ça vous permet d'avoir une lecture dynamique. Posez-vous et surtout essayez de comprendre les variations. Et ensuite, vous aurez à faire un deuxième exercice pour aller au-delà en fait de ce tableau de chiffres clés, de regarder certains postes du bilan pour essayer effectivement d'évacuer, s'il y a un flou, d'évacuer ce flou-là. Très bien. Donc du coup, aujourd'hui, on évolue dans un contexte de crise depuis quelques années, crise Covid, crise russo-ukrainienne, qui mettent en difficulté les entreprises et qui nécessite, l'analyse financière doit s'adapter aussi à ça avec des nouveaux enjeux, des nouveaux indicateurs à prendre en compte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui des difficultés, des observations que tu as pu effectuer par rapport au contexte actuel, notamment en France? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que globalement, beaucoup de sociétés ont eu recours notamment au PGE, donc aux prêts garantis par l'État. Donc ça, c'est plutôt ce qui a un peu sauvé les entreprises. Pourquoi? Parce que ça a amélioré leur ratio de liquidité. Donc on y reviendra un peu plus loin sur la liquidité, parce que la première question qu'on doit se poser aujourd'hui est: est-ce que l'entreprise est liquide? Vous savez, on parle beaucoup de solvabilité. On confond un peu la solvabilité, la liquidité, la trésorerie. Donc ça aussi, il faut être très très précis sur les termes. Une entreprise peut être solvable parce qu'elle dispose d'actifs immobilisés importants et puis être dans la capacité finalement de payer ses dettes fournisseurs. Donc aujourd'hui, le risque immédiat, c'est d'évacuer le risque de liquidité. Ce risque-là, il était complètement évacué sur 2020, sur 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des aides gouvernementales qui ont été conséquentes, qui ont aidé donc les entreprises. On s'est retrouvé avec des ratios de liquidité qu'on n'avait jamais connus sur les analyses qu'on a faites sur les entreprises préalablement. On était sur des niveaux de 2, de 3, alors que précédemment, on était sur des niveaux moyens de 1, 2, 1, 3. Et la question qu'il faudra se poser, et qu'on se posera un peu plus tard, c'est de savoir comment mesurer cette liquidité-là dans le temps. Est-ce que finalement, cette liquidité qui est bonne sur 2020-2021, est-ce qu'elle va continuer finalement à soutenir les entreprises sur 2021-2022? Très bien, on va vous interroger une première fois, tous les participants du webinaire. On a une petite question à vous poser. Alors, vous allez avoir un module sondage qui va apparaître normalement dans les prochaines secondes devant vous. Et on s'est posé la question effectivement de savoir si votre analyse financière avait évolué au prisme justement de ces nouveaux éléments conjoncturels
justement pour pouvoir essayer de voir un petit peu comment est-ce que vous êtes pu vous adapter, puis nourrir aussi la discussion en fin de webinaire si vous avez des questions, parce qu'on va aborder juste après les nouveaux éléments à prendre en compte et justement comment essayer de monitorer au mieux son risque dans un contexte qui est très incertain, parce que Alain reviendra un peu plus dessus tout à l'heure, mais voilà, on arrive plus dans une période de crise qui vont un petit peu on va dire s'amplifier, on le voit depuis 2 ans. Globalement, les résultats, pour l'instant, on a une grande majorité de personnes qui ont effectivement fait évoluer leur analyse financière au prisme de la crise. Ça pourrait être intéressant, en tout cas dans les questions, que vous puissiez justement nous partager un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ça. Mais du coup, je vais laisser Alain poursuivre sur justement les nouveaux indicateurs à observer et ce sur quoi il faut être vigilant pour une entreprise aujourd'hui par rapport à ces nouvelles informations. Alors, aujourd'hui, quand j'analyse une entreprise, la première question que je vais me poser, ça va être de se dire, est-ce que cette entreprise-là, est-ce qu'elle est liquide? Je reviens un peu sur cette notion de liquidité. La liquidité, ça répond à la question, est-ce qu'avec mon actif disponible à très court terme, mes créances clients, ma trésorerie, je peux faire face à mon passif exigible à très court terme. Dans l'orthodoxie financière, il existe 2 ratios de liquidité, ce qu'on appelle le ratio de liquidité générale et le ratio de liquidité réduite. Le ratio de liquidité générale, il va englober les stocks, il englobe également les autres créances au niveau de l'actif disponible à court terme. Et au niveau du passif exigible, il va englober les autres dettes. Donc finalement, il est assez imprécis, en tout cas dans certains cas. Le ratio de liquidité réduite, il est un peu plus précis, il ne prend pas en compte les stocks. Néanmoins, je vais les regarder. Je vais déjà voir si j'arrive sur un niveau de 1 pour le ratio de liquidité générale, et puis si je suis à peu près sur des niveaux entre 0,80 et 1, parce que ça va me dire est-ce que cette entreprise-là est liquide. Bon, nous, chez Elisphère, on a essayé d'être un peu plus précis. On en a créé un qui est spécifique, qui est le ratio de liquidité réduit d'exploitation, et qui prend en compte que vraiment que le poste client, que ma trésorerie, et avec mon poste client, ma trésorerie, est-ce que je peux faire face à mes dettes, mon crédit fournisseur, est-ce que je peux faire face à mes dettes fiscales et sociales. Donc ça, c'est la première chose que je vais regarder, déjà s'il est supérieur ou pas à 1. La deuxième chose que je vais regarder, je vais un peu le qualifier, parce qu'on a ces ratios-là qui sont un peu trompeurs. Pourquoi? Parce que au numérateur de ce ratio-là, vous avez un crédit client, vous avez les postes clients, donc vous avez finalement tout l'argent qui n'est pas encore rentré en termes de trésorerie. Donc vous avez fait du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il n'est pas encore transformé en termes de trésorerie. Il est finalement dans votre poste client là. Et c'est pas la même chose aujourd'hui d'avoir des délais clients qui dérivent, parce que si vous avez imaginez 3 millions aujourd'hui dans mon poste client, si vous avez des clients qui vous payent à 90 voire à 100 jours, vous pouvez avoir à l'intérieur des clients douteux et c'est pas évident que vous puissiez réaliser en fait ce poste client en trésorerie. Donc je vais le qualifier déjà à travers l'évolution des délais que je constate. Donc on a des évolutions de délais. Donc je vais regarder le délai finalement moyen de mon poste client, pour voir un peu s'il va vraiment se réaliser en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première chose que je vais regarder. Deuxième chose que je vais regarder, c'est un peu l'évolution de la société. Donc quand je vous ai parlé de marge d'excédent brut d'exploitation, c'est très bien. Pourquoi? Parce que dans les visions de crise, on a toujours une vision très cash de l'entreprise. Moi, je me rappelle de la crise 2008, on avait une vision très cash, c'était une crise financière. Et là, il faut continuer à l'avoir, bien sûr, sur cette période que l'on vit. Alors, c'est pas évident aujourd'hui d'avoir cette vision cash, donc nous, on essaie d'avoir à travers finalement 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'activité génère-t-elle du cash? On va mesurer l'EBE par rapport à ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui doit beaucoup investir doit générer beaucoup plus de marge qu'une société qui n'investit pas. Donc, on va calculer l'intensité capitalistique. Grosso modo, c'est mon actif IMO plus mon BFR divisé par mon chiffre d'affaires sur 100. Et si l'intensité est forte, donc supérieure, mettons, à 100%, j'impose que l'entreprise doit avoir au moins un niveau de marge qui doit être au moins de 10% et plus. Donc, je vais regarder en fait le delta. Si je suis à 6, je veux dire il manque 4 points. Vous avez des entreprises qui sont moyennement capitalistiques sur lesquelles le niveau de l'EBE finalement doit être entre 5 et 10, et les niveaux qui sont faiblement capitalistiques sur lesquels, style un supermarché, sur lequel l'EBE doit être à peu près à 2% jusqu'à 5%. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que mon activité finalement génère du cash ou pas?
La deuxième chose que je vais regarder, c'est que je vais aller au-delà du cash, je vais regarder aussi si la société génère du cash flow. Donc le cash flow va prendre en compte l'effet, bien sûr, la marge, l'excédent brut d'exploitation, mais va regarder également les variations du BFR. Parce que vous pouvez avoir des variations qui sont très fortes, notamment en cas de reprise d'activité. Donc je vais regarder déjà sur ces deux informations, est-ce qu'elle génère du cash, est-ce qu'elle génère du cash flow. Je vais qualifier en fait aussi ma liquidité. Puis je vais regarder aussi sa structure un peu de financement. Je vais regarder quel est son niveau de financement. Est-ce que la société est très endettée? Si elle est endettée, je mesurais ça par ses capitaux propres. Je regardais le service annuel de la dette, qu'on retrouve en fait dans l'annexe 8, sur la partie à 1 an. Je peux rajouter les frais financiers. Je vais regarder sur le service de la dette. Je vais le regarder par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Et puis je vais dire, finalement, mon excédent brut d'exploitation couvre parfaitement le service annuel de la dette. Je n'ai pas de souci. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est vraiment pas le cas. On y reviendra un peu plus tard, c'est vraiment pas le cas. On a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont lourdement endettées, qui ne peuvent pas faire face au service de la dette et donc qui recontactent le banquier pour étaler leur dette. Et puis, je vais aussi regarder un autre indicateur qui me paraît important, c'est, outre le taux d'endettement, c'est l'autonomie financière de l'entreprise. C'est toujours important que l'entreprise garde une certaine indépendance, notamment vis-à-vis de ses créanciers, alors que ce soit bien sûr par rapport à créanciers bancaires, mais également par rapport à ses fournisseurs. Donc aujourd'hui, je pense que par rapport à ce qu'on vit, le taux, je dirais, d'indépendance financière, le taux d'Exis c'est à peu près 20%, on peut le pousser jusqu'à 25% dans certains secteurs d'activité. Très bien. Donc, tu nous parlais justement du risque d'illiquidité des entreprises. Concrètement, justement, comment il se calcule ce risque? Comment il s'observe? Alors, il y a trois, finalement, aujourd'hui, il y a trois ratios qui permettent de le mesurer. Donc, il y a les deux ratios que je vous ai parlé tout à l'heure, puis celui d'hémisphère qui bien sûr, qu'on réalise. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder en amont les sources d'alimentation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est bon. On peut se poser quel sera ce risque. Finalement, il faut le mesurer dans une échelle de 2-3 ans. Donc, en fait, on a trois premières sources. Le source, c'est la marge. Donc, est-ce que la marge que j'ai constatée, surtout en 2019, qui est quand même une année de référence, est-elle en adéquation avec mon modèle économique? Finalement, si je suis sur une activité qui est moyennement capitalistique, entre 50 et 100%, et que j'ai un niveau de marge coût d'exploitation de l'ordre de 6%, je dis oui. Bon, la première source d'alimentation, elle ne va pas se tarir, elle est toujours là, même si effectivement 2022-2023 risque d'être difficile. En tout cas, cette première source d'alimentation, elle marche. La deuxième source d'alimentation, je vais regarder par ma structure d'endettement. Effectivement, j'ai pu contacter un PGE, ok, j'ai quand même un bon taux d'indépendance financière, donc si j'ai des difficultés, finalement, je vais pouvoir retourner vers mon banquier pour pouvoir avoir accès à un nouveau prêt. Inversement, si j'ai un taux de dépendance financière qui est relativement faible aujourd'hui, qui représente 13-14%, avec un niveau d'endettement qui est relativement élevé, quand je vais aller voir finalement mon banquier va me dire non, c'est pas possible, remboursez déjà votre PGE. Là, on est en train de l'étaler, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous donner un nouveau prêt. Donc, on voit que cette deuxième source, elle va être aussi importante. Et ça, c'est toute la précaution des chefs d'entreprise, de se dire qu'à un moment donné, quand tout allait bien, il fallait que je mette de l'argent dans les capitaux propres de l'entreprise, en réserve ou en repos à nouveau. Et puis la troisième source d'alimentation, je vais regarder mes délais clients. Est-ce que mes clients continuent de bien me payer avec les mêmes délais, ou bien est-ce qu'il y a une dégradation finalement de mes délais clients qui va faire en sorte que je vais dégrader aussi peut-être mes délais fournisseurs? Je vais regarder finalement si je suis là assez confort par rapport à ça. Donc une surveillance de mes clients pour dire que finalement la transformation de mon chiffre d'affaires devrait se faire naturellement en termes de trésorerie. Donc ça, ce sont des choses déjà que je peux voir sur les comptes 2019, 2020 et 2021. Donc ça va me permettre de voir si cette liquidité sera pérenne sur les années à venir. Très bien. Alors, deuxième question, deuxième sondage qui va vous être partagé dans quelques secondes. Les difficultés auxquelles vous avez pu, vous, dans la gestion de votre poste client-fournisseur, être confrontés. Donc, je vais vous partager le sondage tout de suite. Voilà, on a une question à choix multiple. Vous pouvez répondre plusieurs résultats si vous le souhaitez. Donc, on a ciblé avec Alain, du coup,
remboursement des PGE, rupture des chaînes d'approvisionnement, hausse du coût des matières premières, difficultés à recruter, qui sont les difficultés majeures qu'on a pu recenser, en tout cas depuis quelques années. Du coup, on était curieux. Alors, du coup, en termes de résultats, alors principalement, c'est la hausse du coût des matières premières à 44%, suivie par la rupture des chaînes d'approvisionnement, la difficulté à recruter et finalement, étonnamment, le remboursement des PGE semble être minoritaire par rapport à tous les résultats qu'on peut avoir. Très intéressant en tout cas. Du coup, maintenant, on va revenir ensemble sur une étude de cas, sur une entreprise qui finalement, dans un contexte à peu près normal, s'en sortait plutôt bien, et voir justement pourquoi l'analyse financière doit amener à peut-être entrevoir ces nouveaux risques et piloter, on va dire, son poste client-fournisseur de manière, on va dire, plus efficace, avec un peu plus de précision. Et du coup, je te laisse parler d'une entreprise dont la situation initiale était d'être en bonne santé, enfin en moyenne santé en tout cas. Je te laisse y aller. Alors déjà, quand on parle de bonne santé, il faut définir pourquoi on est en bonne santé. Et il y a un principe qui est assez simple. Nous, c'est ce qu'on avait mis en place dans ce qu'on appelle l'indice de résilience en période de crise. C'est que pour qu'une entreprise soit en bonne santé, c'est un peu comme nous, il faut qu'elle repose sur ces deux jambes qui sont un peu solides. Donc la première jambe, ça va être finalement son niveau de marge. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Est-ce que cette entreprise génère un bon niveau de marge par rapport à l'évolution de chiffre d'affaires? Alors, si c'est oui, c'est tant mieux. Si c'est non, ça peut poser un problème. Alors, pourquoi elle n'aurait pas un bon niveau de marge? Parce que c'est une société peut-être qui n'a pas suffisamment investi. Donc, elle est beaucoup moins différenciante sur son marché. Il faut se poser en fait la question. Et puis, la deuxième jambe qu'on va regarder, ça va être un plus la question de structure et la question de liquidité. Donc, il faut déjà partir de ce niveau-là. Les éléments à prendre en compte, en fait, ça va être surtout, il va y avoir des évolutions très fortes au niveau de ce qu'on appelle la marge brute. Pourquoi? Parce que il va y avoir des postes qui vont bien progresser, notamment les postes achats de marchandises. Vous allez avoir des conséquences également sur les stocks. Donc en fait, vous allez voir des évolutions, des coûts de revient qui vont fortement progresser. Donc si la société en fait avait un niveau de marge bien supérieur à ce qu'on escomptait, tant mieux. Hein, si je vois qu'en 2019 voire 2020, j'avais 2-3 points de marge par rapport à ce qu'on se préconise par rapport à son étude, tant mieux. Si je vois que finalement j'avais un niveau de marge parce que j'ai une intensité qui est de 65%, si j'ai un niveau de marge brute qui est simplement à 5%, on peut craindre pour elle que son niveau de marge soit beaucoup plus faible sur 2022 et les années à venir. Donc, ce que j'ai regardé, alors, ça a des conséquences. Alors, ça a des conséquences si elle est endettée ou pas. Ça a des conséquences si elle est endettée parce que derrière, il va falloir que je rembourse le service annuel de la dette. Donc, si je suis très endetté et si ce service est très important, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, si je ne peux pas le faire, je vais puiser finalement dans ma trésorerie. Donc, si je puise dans ma trésorerie, vous voyez bien que là, je vais réduire en fait en tout cas, je vais réduire mon risque de liquidité. Donc, je vais l'augmenter plutôt, mon risque d'illiquidité. Et donc, je vais mettre en péril de l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu un cercle qu'il faudra un peu suivre durant ces prochaines années. Et puis également, alors c'est pas évident parce qu'en 2021, beaucoup d'entreprises ont réinvesti dans des secteurs. Le secteur de l'automobile, beaucoup de secteurs ont réinvesti. Le secteur également de la production, le secteur du bio. Hier, je m'étais déplacé justement dans une entreprise qui vend des semences pour le bio. Beaucoup de producteurs ont investi. Donc, il y a un niveau d'investissement qui est très fort, qui était financé par de l'endettement. Et on voit que les marges ne seront pas au rendez-vous avec un service annuel de la dette, finalement, qui ne va pas pouvoir être honoré. Donc là, après, il va y avoir un enjeu avec les partenaires bancaires. Donc, quand les sociétés sont adossées à un groupe, je dirais, tant mieux, hein, parce qu'il peut y avoir une connexion à un groupe important. En revanche, quand elles sont indépendantes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a il y a vraiment un triptyque en disant
OK, aujourd'hui, je suis endetté, l'endettement n'est pas un problème, c'est vraiment la capacité à pouvoir rembourser la dette. Malheureusement, je suis aujourd'hui dans un secteur sur lequel j'ai dû investir parce que c'est normal, parce qu'il faut que je retrouve de l'activité, je retrouve de la marge. En revanche, je peux avoir des problèmes aussi climatiques. Je peux avoir des problèmes au niveau du hausse des prix de matières premières. Comment je peux faire face à mon service annuel de la dette? Est-ce que j'ai gardé suffisamment de trésorerie? Alors, la trésorerie nette, hein, c'est la relation aussi entre le fonds de roulement et le BFR. Donc, ça veut dire que si vous avez suffisamment de trésorerie nette, ça veut dire qu'à un moment donné, votre fonds de roulement il était assez conséquent. Ça veut dire qu'au niveau de vos ressources stables, vous avez notamment au niveau des capitaux propres réinjecté finalement un certain nombre de bénéfices passés dans vos capitaux propres. C'est plutôt bien. En revanche, si vous aviez des ressources stables justement un peu insuffisantes, et en tout cas si la part des capitaux propres par rapport aux capitaux dans les capitaux permanents était assez faible, vous risquez d'avoir des difficultés. Et donc, du coup, qu'est-ce que au vu de tous ces éléments, de contexte et aux enjeux auxquels doivent faire les entreprises, si tu devais retenir 4 points finalement fondamentaux pour les entreprises pour mener à bien leur politique de gestion des risques, ça serait lesquels? Donc, je regarderai déjà la structure bilancielle parce que c'est important d'avoir des fondamentaux qui sont forts. Donc, je regarderai le taux de dépendance de l'entreprise et j'anticiperai. Donc, aujourd'hui, j'accepterai un taux de dépendance qui est bien supérieur aux années précédentes. J'accepterai un taux, je dirais, au moins entre 22 et 25%, parce que c'est important d'avoir de marge de manœuvre par rapport aujourd'hui, notamment par rapport aux banques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je regarderai, c'est bien sûr, je regarderai mon service annuel de la dette. Si je suis endetté, est-ce que je peux faire face à mon service annuel de la dette par ma marge? Est-ce que ma marge aujourd'hui couvre le service annuel de la dette? Parce que si elle le couvre, je n'aurai pas, justement, je ne puiserai pas dans ma trésorerie. Et ça, c'est plutôt bien. Et puis, je regarderai bien sûr l'évolution de mon BFR. Aujourd'hui, comment me payent mes clients et comment, bien sûr, je paye mes fournisseurs parce qu'il faut quand même avoir une certaine éthique. Il faut quand même soigner ses fournisseurs durant ces périodes-là. J'ai toujours, et je leur dis souvent, l'expérience quand je suivais des équipementiers automobiles, il y a quelques années pour le compte notamment de l'assureur Crédit Coface. La problématique n'était pas vraiment, je suis un équipementier et je m'étais aperçu qu'il y avait énormément de véhicules automobiles sur le parking des C3. Et je ne comprenais pas en fait, qu'il y en avait autant dans une période où les gens commandaient des véhicules. En fait, ce qui se passait, c'est que ces véhicules n'étaient pas équipés de sièges. Donc, le siège, c'était Faurecia qui était l'équipementier de rang 2 ou 3. Faurecia n'avait pas lui-même des difficultés parce que, en fait, tous les équipementiers, les principaux donneurs d'ordre étaient alimentés par des fonds stratégiques. En revanche, c'était le fournisseur du fournisseur du fournisseur qui avait des difficultés sur le coloris, le tissu, etc. En fait, il faut toujours soigner ses fournisseurs, il faut toujours regarder un peu ses fournisseurs et de s'inquiéter aussi avec qui ils travaillent eux-mêmes. Donc, il faut vraiment avoir une connaissance, une vision 360. Je dirais que par ces temps-là, moi, j'étais un peu surpris par souvent des réactions et je côtoie beaucoup des services crédits, des services achats et il y a vraiment, on est vraiment dans une productivité, on a vraiment des gestions de portefeuille qui sont très vastes finalement et il faut prendre un peu le temps parce qu'un diagnostic aujourd'hui financier, comme on est en train de le faire, il faut également produire derrière une étude un peu qualitative. Il faut avoir des éléments quantitatifs, il faut avoir des retours des commerciaux, il faut avoir des retours des dirigeants, il faut avoir un dialogue aujourd'hui. Et ça, c'est important parce qu'une entreprise peut avoir des difficultés, elle doit vous expliquer en fait ces difficultés-là. Donc aujourd'hui, c'est ce dialogue qui est important et quand on dialogue avec des services crédits, services achats, souvent, voilà, ils vont regarder une position de scoring, ils prennent des décisions très très rapidement. Ils n'ont pas le temps. Globalement, ils répondent, on n'a pas le temps, on a 5 minutes, j'ai pas le temps, etc. Donc, je dirais, prenez le temps pour les dossiers avec un enjeu important, renouer le dialogue aussi avec les entreprises. Pourquoi? Parce que des moments, on a même des
des soucis, on peut avoir des qualités de bilan aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques années. Donc voilà, hein, moi j'ai eu un cas justement hier où on avait des trésoreries nettes qui étaient très positives et puis on s'est aperçu que malheureusement le bilan qu'on nous avait envoyé, c'était pas vraiment un bilan surface, c'était un bilan justement qui n'était pas codifié. Donc le renvoi des concours bancaires n'étant pas notifié, du coup il y avait une influence automatique sur le fonds de roulement et la trésorerie. Donc ça aussi, il faut regarder vraiment les variations et posez-vous au moins 2-3 minutes sur le tableau des chiffres clés pour essayer de comprendre ces variations que vous posez. Très bien, merci Alain. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas en tout cas dans la section questions qui se trouve en bas à droite de votre écran à poser vos questions. J'en ai déjà une, donc je vais pouvoir t'interroger. Je ne sais pas si la question va apparaître à l'écran, mais c'est une question d'Anthony qui nous pose la question: n'est-il pas préférable de regarder si la CAF couvre le service annuel de la dette plutôt que l'EBE, surtout pour les entreprises très endettées qui peuvent avoir un résultat financier fortement déficitaire? Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on prend l'EBE, est-ce qu'on prend la CAF? Pourquoi aujourd'hui la CAF, c'était un indicateur très, très en vogue, notamment durant il y a quelques années. Alors, pour faire un peu un petit remake, pourquoi l'EBE est important? Parce que c'est vraiment le cash au niveau d'exploitation. La CAF, ça va aller au-delà d'exploitation. C'est-à-dire que la CAF, c'est un peu le même raisonnement que l'EBE. Est-ce que finalement, c'est mon activité globale génère du cash? Donc, ça va englober l'exploitation, mais ça va englober également le financier, ça va englober partie d'exceptionnel, ça va englober mon impôt, si je paye de l'impôt, et la participation, si je paye de la participation. Donc, après, il y a un choix. Pour moi, la CAF, elle me paraît beaucoup moins récurrente dans le temps que le BE, parce que dans la CAF, vous avez des éléments qui risquent de ne pas se reproduire, en fait, d'une année sur l'autre. Si aujourd'hui, je bénéficie d'un crédit d'impôt qui va améliorer mécaniquement ma CAF, c'est pas évident que ce crédit d'impôt, je vais le répercuter dans les 2, 3, 4 années, 5 années. Le BE, c'est beaucoup plus lisible, en fait. C'est pour ça que souvent, les banquiers, c'est vraiment l'indicateur de référence. Très bien. En revanche, vous avez un indicateur entre les deux qui n'est pas pris en compte dans le BE, qui peut être pris en compte dans la CAF. C'est ce qu'on appelle les transferts de charges. Alors, c'est quoi les transferts de charges? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je dois faire des travaux parce qu'il y a peut-être une intempérie, etc. Donc, je vais en fait actionner mon poste charge externe. Ça va augmenter finalement mes charges. Et puis, ces travaux-là, je vais les faire rembourser par mon assureur. Donc, il va y avoir un transfert de charge qui va annuler finalement cette opération d'achat. Et ce poste de transfert de charge, malheureusement, il n'est pas pris en compte dans le BE, mais il est pris en compte dans la CAF. Donc là, ça fausse un peu le calcul de l'EBE. Donc il y a deux, trois points de détail. Moi, par rapport à ça, je préconise plus l'EBE que la CAF parce qu'il y a un côté plus récurrent dans le temps. Très bien. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. J'en ai une qui vient d'arriver, de Tristan. Vous évoquiez tout à l'heure le ratio d'autonomie financière de l'entreprise à l'égard de ses créanciers ou ses fournisseurs et le fait de viser un taux d'indépendance financière de 25%. Pouvez-vous nous rappeler comment on calcule ce ratio? Oui, c'est assez simple. C'est le total des capitaux propres de l'entreprise par rapport à son total bilan. Alors, c'est toujours intéressant parce que vous pouvez avoir, par exemple, une société qui, j'ai eu le cas hier, qui a, par exemple, qui est peu endettée et qui a finalement un taux d'autonomie financière qui est faible de 18%. C'est-à-dire que, grosso modo, vous dites, c'est bizarre, c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup d'endettement, son taux d'autonomie financière est de 18%. Ça veut dire que, globalement, à 82%, je suis tributaire de mes fournisseurs, ce qui est... Donc, ça veut dire que si j'ai un poste fournisseur qui est conséquent, vous rebondissez, parce que le but d'un analyste, c'est aussi de rebondir. C'est-à-dire que si j'ai un poste fournisseur aussi important, c'est-à-dire que j'ai un problème au niveau des paiements de mes fournisseurs. Donc, je suis face à une entreprise qui ne paye pas bien ses fournisseurs ou qui ne paye plus ses fournisseurs. Donc, ça vous donne une première indication. Donc, aujourd'hui, c'est un calcul simple. Après, il y a simplement des points qu'il faut ajuster. C'est ce qu'on appelle la notion de quasi-fonds propres.
Pourquoi? Parce que dans les fonds propres, c'est assez facile. Souvent, je réajoute les comptes courants d'associés, moi, dans les capitaux propres, et je rajoute également les emprunts convertibles par action également dans les capitaux propres de l'entreprise, parce que je considère que ce sont des quasi-fonds propres. J'espère que la réponse aura satisfait. J'ai une question de Paris. Quelles seraient les 2 ou 3 questions essentielles financières à poser aux startups dont l'alias n'est pas encore publié? Les fameuses startups. Les startups, il faut savoir déjà dans quelle période je me situe. Est-ce qu'il y a différentes phases, hein. Et aujourd'hui, on sait que les startups, à partir de la phase d'amorçage, il peut y avoir des difficultés. Beaucoup de startups ne franchissent pas ce seuil-là et qu'elles ont besoin de lever de fonds. Donc, si je prends en fait le schéma un peu classique des startups, c'est que vous avez une marge qui est pas si forte que ça au départ, voire qui est négative. Et puis derrière, vous avez une structure qui reste forte parce qu'il peut y avoir des levées de fonds. Vous avez des premiers levées de fonds qui sont pas si importantes que ça au départ du projet, hein, parce que c'est des levées qui proviennent un peu de la famille. Et puis petit à petit, que le projet va être éprouvé par le marché, l'entreprise va avoir besoin de lever de fonds au niveau financier. Donc déjà, c'est de savoir à quel niveau. C'est toujours intéressant de savoir à quel niveau je me trouve au niveau de la startup. Donc c'est toujours intéressant de poser ça. Et puis, une fois que le modèle a été éprouvé par le marché, logiquement, ensuite, l'entreprise devrait bénéficier de levée de fonds. Donc, il y a une phase qui est souvent la plus délicate, c'est la phase de décollage. C'est pas même pas l'aspect finalement levée de fonds, c'est de trouver les bonnes compétences. Donc, il faut vraiment trouver les bonnes compétences, les bonnes personnes. Donc, en fait, quand vous faites l'analyse d'une startup, outre l'aspect financier qui est important pour les levées de fonds, il y a beaucoup plus de questions à se poser d'un point de vue qualitatif sur la qualité de l'équipe, le modèle économique que sur la partie financière. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste encore 2-3 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la rubrique questions. Sinon, voilà, on clôturera le webinaire. Du coup, Alain, toi, comment tu vois finalement l'analyse financière, elle évolue en fonction des crises? Il y a une adaptabilité par rapport à… C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce que je me mets à la place aujourd'hui d'un analyste de crédit. Il faut prendre des décisions rapides. Les documents aujourd'hui sont, je dirais, il peut y avoir, ils sont beaucoup moins qualitatifs qu'avant. Je parle des documents comptables. C'est-à-dire que, grosso modo, hein, nous, il y a plusieurs années, on ne s'appelait pas ICEM, on saisissait les bilans pour le compte des greffes et on avait vraiment des bilans de très, très bonne qualité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. On a vraiment une problématique de qualité. Donc, chez nous, on fait pas mal en tout cas de retraitement derrière et on fait beaucoup de tests de contrôle. Donc ça, c'est une chose. Mais en tout cas, on a perdu beaucoup de qualité. Il y a ce problème de confidentialité aussi. C'est-à-dire que, outre ce problème de qualité, il y a un problème de confidentialité sur lequel, aujourd'hui, notamment pour les petites entreprises, mais les petites entreprises, c'est quand même 85% des défaillances en France. Vous avez très peu accès finalement à des notions, notamment de chiffre d'affaires, de marge, etc. Donc, ça, c'est aussi un souci. Donc, moi, ce que je regarde souvent, c'est, je me fie au niveau du capital social de l'entreprise parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui se créent avec un niveau vraiment très, très faible de capital social dans des activités qui génèrent un cycle d'exploitation assez long. Et ça, c'est purement inacceptable. C'est pas possible. À un moment donné, il faut être sérieux. Quand on monte une entreprise, on ne peut pas monter avec 2 000, 3 000 euros. Aujourd'hui, on a beaucoup de formes juridiques qui se créent, des SAS, parce que les modalités sont très simples, avec un capital qui est très faible. Donc, moi, je regarde un peu l'activité par rapport au capital social. Je regarde effectivement s'il y a une publication des comptes régulières. S'il n'y a pas une publication des comptes régulières, effectivement, il faut être extrêmement, extrêmement vigilant.
Et j'ai une question de Patrick qui nous demande si tu peux revenir sur le ratio de l'intensité capitalistique. Peut-être réexpliquer simplement. Oui, c'est important parce que ça permet de positionner la marge de l'entreprise. Et on a toujours ce souci, moi j'avais ce souci quand je travaillais avec nos analystes, ils me disaient, mais cette société, elle fait 3 ou 4% de marge brute d'exploitation, donc le meilleur par rapport au chiffre d'affaires. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Donc on regardait les variations, et à un moment donné, on disait, il faut que je regarde par rapport au secteur d'activité. Le secteur d'activité, il peut être un peu vague, hein. Ça peut être le transport, etc. Et dans le transport, vous avez des modèles capitalistiques, pas trop capitalistiques, etc. Donc en fait, le but, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a fait. C'est que déjà, on a retraité le bilan de l'entreprise. On a retraité le bilan de l'entreprise en ce qu'on appelle en bilan fonctionnel de l'entreprise. Parce qu'on est parti d'un bilan comptable. On a fait certains retraitements, notamment tout ce qui est engagement de crédit bail, hein, les retraitements classiques, pour arriver sur ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Parce que finalement, une entreprise, c'est un peu comme nous, elle a 3 grandes fonctions. Une fonction d'investissement. Je dois investir parce que l'investissement, c'est ce qui nous fait vivre. Si on n'investit pas, nous, demain, dans un voyage, etc., ça ne va pas être gain notre vie. Hein. Donc, on doit investir c'est important. Cet investissement-là, il faut le financer. Donc, soit je le finance par des capitaux propres, soit je vais aller voir mon banquier, je n'ai pas de souci. Soit je vais, finalement, après, j'ai un 3e cycle, qui est le cycle d'exploitation d'entreprise, c'est ma vie courante. Un peu comme nous, on fait ses courses, on va au travail, etc. Et donc, une entreprise, c'est pareil, elle a 3 cycles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a retraité un bilan comptable pour avoir cette vision, en fait, de 3 cycles. Le premier cycle qu'on a vu, c'est le cycle d'investissement, c'est ce qu'on se considère comme les emplois stables de l'entreprise. Donc ça, c'est grosso modo, ça va être mon actif immobilisé. Et puis derrière on va regarder l'investissement global, c'est qu'on va prendre en compte le BFR. Et donc, on va mesurer ça par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ça veut dire que les entreprises qui investissent beaucoup, les entreprises qui ont un cycle de production long, par rapport, donc si je mesure ça par rapport au chiffre d'affaires, elles vont se retrouver sur une intensité capitalistique qui va être forte. Donc là, on va retrouver les gros industriels, hein, les équipementiers, automobiles, etc., sur lesquels vous devez investir beaucoup pour faire un temps de chiffre d'affaires. Donc ça nécessite, ici, vous rentrez dans une typologie d'entreprise qui évolue sur des marchés qui sont très concentrés, qui ne sont pas nombreux, et en revanche, les marges sont importantes pour pouvoir financer les investissements. Et donc là, vous devez avoir un niveau de marge d'exploitation qui dépasse largement 10% de chiffre d'affaires. Moi, j'ai toujours en mémoire, je suivais les équipementiers automobiles, j'en suivais un, et je regardais il y a plusieurs années, en période de crise, son niveau de marge, il faisait 8% de marge. Et il me regardait, il me disait, je sais ce que vous allez me dire, M. Luminel, 8%, c'est pas assez. Et je disais, oui, effectivement, c'est pas assez. De par votre activité, vous devez au moins atteindre 10, voire plus. 10, c'était pas le montant minimum de marge brute d'exploitation. Eh bien, très bien, on espère avoir répondu à toutes les questions. On a un petit peu dépassé, on s'en excuse. En tout cas, les débats étaient très intéressants. On espère que le contenu vous aura plu. Et du coup, nous allons quitter là. Merci beaucoup, Alain, pour ton intervention. Merci à vous. Merci à tous les participants pour leur ponctualité et pour leur assiduité. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire Hélisphère. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.